En mai 2022, j'ai commencé à m'entraîner pour travailler ma force et je me suis très vite rendu compte de quelque chose. J'étais vraiment pas doué. Sur les réseaux sociaux, on peut voir des brutes capables de soulever 280 kg lors de leur première séance de force ou des jeunes de 17 ans qui arrivent à le faire au bout de seulement quelques mois d'entraînement. Et moi, j'ai 34 balais. Quelques mois plus tôt, j'étais gras comme un loukoum mais je commence tout juste à me remettre en forme. Autant dire qu'à côté de ces sportifs, mes performances sont ridicules. La loterie génétique ne m'a pas donné une carrure de bûcheron, je ne peux pas et ne veux pas m'entraîner 4 heures par jour, et je ne suis malheureusement pas coaché par un champion du monde. J'aimerais bien, mais non. Je suis juste un mec normal. Alors je me suis demandé à quel point je pourrais améliorer ma force en un an en partant d'un niveau si moyen. Donc j'ai continué à m'entraîner, parce que j'aime me fixer des objectifs et voir que j'évolue, parce que je sais tous les bienfaits que peut avoir sur la santé et sur le mental le fait de travailler sa force, mais surtout j'apprécie les entraînements de force. Et nous voilà un an après. Quels résultats on peut espérer en termes de gain de force et d'évolution du physique quand on n'a pas une génétique de cheval de course? Je vais vous raconter ce que j'ai fait, les erreurs que j'ai commises et les 8 leçons que j'ai apprises en travaillant ma force pendant un an. Bienvenue dans la transformation réaliste d'un mec ordinaire. Eh ben non. Mais pourquoi tu fais ça? C'est une question que beaucoup se posent. Qu'est-ce qui peut bien motiver quelqu'un à porter le poids d'un âne mort en ayant la tête d'un constipé chronique sur le point de se péter une carotide? Alors voilà comment tout a commencé. En novembre 2021, je suis inscrit en salle depuis environ 2 ans. La première année m'a permis de passer du physique d'un jeune papa épanoui à celui de quelqu'un qui essaye de se remettre en forme. La deuxième année a été chaotique. Fermeture régulière des salles de sport à cause de la pandémie, perte de motivation, reprise de poids, bref, l'enfer que beaucoup de gens ont connu en 2020-2021. Dans un sursaut de motivation, je retourne à la salle et commence un programme de muscu écrit par l'expert mondial dans l'hypertrophie musculaire, Brad Schoenfeld. L'objectif, c'est de devenir aussi baraqué qu'un frigo. Un mini frigo, parce que je fais 1m67. Enfin, c'est ce qui était prévu à la base, mais il y a eu un peu de changement. Ce programme, il commence par une phase de force. On fait des exercices de musculation avec pour objectif de travailler sa force, en portant des charges relativement lourdes sur relativement peu de répétitions. Et là, surprise, je prends vachement plus de plaisir que lors d'un programme de musculation classique. Et à la même période, il se passe deux choses. La première, c'est que je tombe sur une vidéo de Jeff Nippard, powerlifter et bodybuilder canadien, qui parle des standards de force. À quel point devriez-vous être fort? Dans cette vidéo, il explique qu'on calcule en général la force relative en fonction du poids de notre propre corps. Une jeune femme qui porte 170 kg alors qu'elle n'en pèse que 46 sera bien plus forte que Jean-Kévin qui en soulève 210 dans son home gym. Dans sa vidéo, Jeff Nippard donne des indications de poids qu'on est capable de soulever selon qu'on soit tout débutant, avancé, élite ou un monstre de puissance. Et cette vidéo, elle m'a titillé un peu plus les fibres musculaires, me donnant envie de travailler ma force pour monter ces échelons. Et la deuxième chose qui s'est passée qui m'a fait basculer du côté clair de la force, c'est un ami. Alors que je m'entraînais au squat dans ma salle, cet ami, appelons-le Monsieur Pinard, parce que c'est son nom, cet ami il commence à me chauffer et il me dit « mais c'est facile là, mets plus lourd. Allez, vas-y, mets plus lourd. Allez, encore, mets plus lourd. » Et je me retrouve à faire pour la première fois un squat à 100 kg. Alors ok, c'était sur une Smith Machine, donc une machine dont les poids sont guidés, ce qui ferait mourir de honte n'importe quel powerlifter. Mais déjà, c'est tout ce que j'avais à disposition à ce moment-là, mais surtout le plus important, c'est qu'à ce moment-là, j'ai kiffé en fait. J'ai adoré les sensations, la mouche m'avait piqué, je me suis dit, c'est parti, je vais travailler ma force. Sauf que ma salle n'avait absolument pas le matériel nécessaire pour travailler ma force comme je le voulais. Il y avait des machines de cardio, des poulies, des machines guidées, oui, mais de la vraie fonte, il n'y en avait pas. Et finalement, une vague de Covid à 300 000 cas par jour et la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui me fait décider, je vais faire autrement, je vais m'entraîner chez moi. Avec ma barre de traction, mes barres à dips, des élastiques et un kettlebell de 20 kg. Ouais. Heureusement, mon ami Pinard est arrivé à la rescousse en me prêtant une barre d'haltéro et 250 kg de fonte. Moi je vous dis, on a tous besoin de Pinard dans nos vies. Et je décide de casser ma tirelire pour m'acheter un rack à squat basique et un banc. C'est parti. Sauf que, j'ai aucune idée de ce que je dois faire en fait. Bon, j'ai menti, je connaissais quand même un peu les bases pour travailler sa force. Il faut utiliser des charges qui sont relativement lourdes, c'est-à-dire qu'on est capable de soulever 1 à 5 fois sans s'arrêter. Il faut s'approcher suffisamment proche de l'échec, c'est-à-dire le moment où on n'arrive plus à faire de répétitions, sans arriver à l'échec à chaque série parce que ça peut être très fatigant et augmenter les risques de blessure. Je sais également que travailler sa force c'est quelque chose qui est très technique
et qui est très spécifique, c'est-à-dire que si on veut devenir fort sur certains mouvements, comme le squat, le soulevé de terre et le développé couché, eh ben il faut les pratiquer régulièrement. Et c'est à peu près tout ce que je savais à ce moment-là, mais voilà, pour commencer, ça m'a suffi. Pendant quelques semaines, je m'entraîne en freestyle complet, ça part dans tous les sens, j'ai aucune idée de ce que je fais, mais je m'amuse bien. Et voici ce que j'arrive à faire comme performance à mes tout débuts. J'arrive à faire un squat avec 95 kg sur les épaules, ça représente 1,32 fois le poids de mon corps, puisqu'à ce moment-là, je pèse 72 kg. Au développé couché, je soulève environ 78 kg, soit 1,08 fois le poids de mon corps, et au soulevé de terre, exercice que je n'avais jamais pratiqué par le passé, je fais environ 130 kg, soit 1,8 fois le poids de mon corps. Mais je me rends très vite à l'évidence, si je veux progresser, il faut faire les choses de manière un petit peu structurée. Et c'est la première leçon qui, même si elle semble évidente, vaut quand même le coup d'être rappelée, si vous voulez progresser, ayez un programme cohérent. Je découvre à ce moment-là le site de Stronger by Science, tenu par Greg Nuckols et Eric Trexler, deux professionnels ultra calés sur la science appliquée à la force et au bodybuilding. Ce site est une véritable mine d'or. J'y trouve des articles qui détaillent précisément comment effectuer chacun des exercices, ainsi que des programmes de base gratuits. Alors évidemment, ça ne vaut pas un programme personnalisé, mais dans mon cas, pour débuter, ça a fait le taf. Je commence donc par un programme débutant, parce que c'est ce que je suis, dans lequel j'augmente les charges de manière très progressive. Durant mes temps de récup, entre deux séries, je lis des articles ultra complets sur la technique à utiliser, je fais des tests, je note mon ressenti et j'adapte. Et le feeling est plutôt bon. Je prends confiance, je commence à porter des charges plus lourdes, et là, mes premières douleurs apparaissent. Ça fait seulement quelques semaines que je pratique et je commence à ressentir une douleur au coude droit sur le développé couché. La bonne nouvelle, c'est que la douleur, c'est un peu ma spécialité. Ça fait un moment que je m'intéresse à la douleur spécifiquement dans le sport, pourquoi elle apparaît, quels sont les facteurs de risque et qu'est-ce qu'on peut y faire. Au moment où ça m'arrive, je suis en plus en train de suivre une formation avec Michael Mash, un physio américain spécialisé dans la prise en charge des douleurs en power et en haltérophilie. Avec toutes ces connaissances en tête, pour soulager ma douleur de coude, je sors la grosse artillerie. Ultrasons, kinésiotape et rouleau d'automassage. Je déconne, non. L'ultrason et le kinésiotape, ça fonctionne pas, et le rouleau d'automassage, c'est exactement comme les étirements et la mobilité, ça compensera jamais une programmation d'entraînement qui a été faite avec les pieds. Parce que je suis passé de 0 squat, 0 deadlift et 1 développé couché par semaine à 3 fois chaque exercice par semaine. En gros, j'ai augmenté trop vite mon volume d'entraînement. Certains diront que le bench c'est un exercice dangereux pour les coudes, ou que j'ai pas la morphologie qui est adaptée pour cet exercice. J'y crois pas du tout. Alors à ce moment-là, j'ai fait un truc qui est très difficile pour un pratiquant, j'ai réduit les charges avec lesquelles je travaillais. Je sais, c'est difficile. Mais ça a fonctionné en fait. Les douleurs elles ont diminué, elles ont disparu, j'ai pu réaugmenter les charges et la douleur de coude n'est jamais revenue. Mon corps avait juste besoin d'un peu plus de temps pour s'adapter à l'entraînement que je lui proposais. Et c'est la deuxième leçon que j'ai apprise. Il faut parfois prendre son temps. Dans certains cas, diminuer les charges n'aurait même pas été nécessaire parce qu'en adaptant la technique, on peut même continuer à s'entraîner avec des charges plutôt lourdes sans redéclencher ou sans entretenir la douleur. Mais à ce moment-là, j'avais pas fini ma formation donc je ne le savais pas. Une fois ma douleur de coude disparue, je rebosse régulièrement pour m'améliorer. Donc voilà ce que je fais. Je m'entraîne 3 fois par semaine. Je note tout ce que je fais. Les charges soulevées, le nombre de répétitions, le temps de repos, si c'était particulièrement facile ou difficile. L'intérêt, c'est de savoir où j'en suis pour pouvoir adapter lors de ma séance ou de ma semaine suivante. À côté de ça, je mange suffisamment et surtout suffisamment de protéines pour permettre à mes muscles de se développer lentement mais sûrement. Suffisamment de protéines, c'est entre 1,6 et 1,8 g par kilo de poids de corps, donc entre 115 et 130 g par jour dans mon cas. Et je commence à monter les charges. En juillet, 2 mois après avoir commencé à m'entraîner, je passe mon premier 147,5 kg au deadlift. Et un max théorique de 119 au squat et de 98 au développé couché. Et je dis théorique parce qu'en réalité, je les ai pas testés pour de vrai. À ce moment-là, je m'entraîne seul chez moi, sans barre de protection. Donc si je teste un max sur ces deux exercices et que je les rate, je me retrouve un peu écrasé. Quelques mois plus tard, alors que je tenterai ma première barre à 100 kg au développé couché, cette prudence disparaîtra à mes dépens et me fera finalement acheter des barres de protection. Et c'est la leçon numéro 3, soyez pas cons, protégez-vous. Août 2022, nouvelle douleur, cette fois dans le bas du dos lors d'un deadlift. J'ai l'habitude de pratiquer le soulevé de terre avec une flexion lombaire plutôt importante, parce que je me sens plus à l'aise et plus fort comme ça. Et en réalité, c'est pas si étonnant que ça, quand on regarde les données scientifiques, c'est probablement le cas de beaucoup de gens. Oui mais attends, tu vois bien que c'est dangereux de porter comme ça, la preuve tu t'es fait mal. Justement, le jour où je me suis fait mal, c'est un jour où j'avais essayé de travailler avec un dos beaucoup moins fléchi, donc avec une position plus neutre.
Vu que ma technique était différente de d'habitude, j'avais même réduit les charges, et malgré ça, mon dos n'a vraiment pas aimé. Leçon numéro 4, si tu te sens bien avec cette position et qu'elle te permet de progresser, continue comme ça. Cette douleur lombaire, elle a vraiment pas duré longtemps, j'ai fait quelques exercices de mobilisation, j'ai adapté les charges, et au bout d'une semaine, j'étais reparti. J'adopte avec grand plaisir le régime des plus grands pratiquants de force athlétique, en faisant bien attention d'avoir suffisamment de protéines, ce qui fait que mes collègues se moquent de moi parce que je mange du fromage blanc tout le temps. Je passe mon premier 150 kg au deadlift en septembre 2022, et après avoir raté 3 fois lamentablement, je m'être rendu compte que j'avais en fait mis 160 kg sur la barre. Leçon numéro 5, apprendre à compter, ça aide. Ouais. Et là est arrivée une nouvelle difficulté, une stagnation. Progresser dans un sport, c'est facile quand on débute. On peut faire quasi n'importe quoi si on s'entraîne avec suffisamment de régularité, de façon organisée et en y mettant de l'intensité, on va progresser. Certaines méthodes partent même du principe qu'il suffit d'ajouter 2,5 kg sur la barre à chaque session et roule ma poule. Mais à un moment, ça marche plus. La lune de miel est finie et on se prend un mur en pleine face. Et ce mur, moi je me suis pris au squat. Jusque-là, je suivais mon programme et toutes les 4 semaines, je tentais un nouveau max et à chaque fois, j'arrivais à gagner 2,5 ou 5 kg sur chacun de mes exercices. En octobre 2022, je passe 125 kg au squat avec une technique discutable, mais ça passe. Et après ça, impossible de faire mieux pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Je m'entraînais, je mettais de l'intensité, mais j'arrivais pas à faire mieux. Et je sais pourquoi. Déjà, certaines circonstances extérieures à l'entraînement. J'avais un moins bon sommeil, j'avais chopé le Covid, j'ai bu un peu d'alcool durant cette période, j'ai chopé un putain d'ulcère à l'estomac en prenant des anti-inflammatoires qui m'ont empêché de m'entraîner pendant un moment. Bref, la vie quoi. Mais généralement, mon hygiène de vie, elle était moins bonne à ce moment-là. Et les effets étaient directs sur mes résultats. Et c'est la leçon numéro 6 qui nous rappelle pourquoi les athlètes de haut niveau doivent avoir une hygiène de vie impeccable pour performer. Et la deuxième raison de ma stagnation, elle est beaucoup plus évidente. Ma technique n'était pas suffisamment bonne. En août, j'avais lancé mon compte Instagram qui avait rapidement regroupé 10 000 personnes. Je suis suivi par des kinés, des ostéos et des pratiquants de force athlétique qui sont quasiment tous bien plus forts que moi. Certains m'ont gentiment donné des conseils sur la technique ou la programmation, et la situation s'est débloquée. 130 kg en mars et 135 en avril, avec l'amplitude valide. Et clairement, cette stagnation, je l'aurais pas eue si je m'étais entraîné en club de force athlétique avec des personnes plus expérimentées que moi, ou, encore mieux, en étant suivi par un coach. Et c'est la leçon numéro 7. Faites-vous accompagner, vous progresserez largement plus que je l'ai fait. Et le mois de mai arrive. Ça y est, ça fait 1 an, il est temps de voir comment ont progressé mes performances et mon physique. Après 1 an de pratique régulière de la force athlétique dans mon garage, voici mes performances. Après plusieurs mois de stagnation, j'ai laborieusement atteint 135 kg au squat, j'ai quelques facilités sur le développé couché, et malgré une technique toujours très perfectible sur l'utilisation des jambes et la position de la poitrine, j'ai réussi à faire 112 kg et demi sur cet exercice. Mon soulevé de terre a progressé plus lentement ces derniers mois, mais il a progressé, et je suis monté à 175 kg. Le tout pour un poids de corps final de 75 kg, soit un gain de 3 kg sur cette année, mais surtout une obligation de revoir ma garde-robe. Voilà pour les chiffres bruts, et voyons maintenant ce que ça vaut. En préparant cette vidéo, je suis tombé sur un article de Stronger by Science qui donnait une indication des niveaux qu'on peut avoir en compétition chez plus de 12 000 athlètes non dopés. Et si je me compare aux personnes de ma catégorie de poids, le constat est sans appel, je suis toujours nul en fait. 90% des pratiquants de ma catégorie font mieux que moi sur le squat, 85% font mieux que moi au deadlift, et il n'y a qu'au développé couché où j'arrive vaillamment au milieu du tableau. Sur le total, je me retrouverai dans un bon 10% dernier lors d'une compétition. Bref, malgré mon travail, ma persévérance et mes efforts, je reste plutôt mauvais en fait. Au cours de l'année passée sur Instagram, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de pratiquants et de coachs de force athlétique, et la plupart sont absolument super, de très bons conseils et très bienveillants. Et il y en a d'autres qui ont eu des messages un peu plus durs sur mon physique, sur mes performances ou sur la légitimité que j'ai à parler de force, sachant que des jeunes de 17 ans sont plus costauds que moi. Et c'est facile de se dire que c'est que des gens qui se cachent derrière un pseudo pour déverser leur haine. Mais s'ils avaient raison. En fait, en préparant cette vidéo, en faisant le bilan, je me pose sérieusement la question. Est-ce que je suis vraiment fait pour ce sport ? Bon,
Je me suis rendu compte d'un truc. J'ai re-regardé la vidéo de Jeff Nippard et je me suis aperçu qu'en réalité, je me suis un peu perdu en chemin. Je suis un peu tombé dans un piège. Durant cette année, en voulant m'améliorer, j'ai commencé à suivre des athlètes de haut niveau qui ont une génétique de dingue, mais qui surtout s'entraînent énormément et beaucoup plus que moi. Et les regarder pratiquer et suivre leurs conseils, c'est à la fois très formateur et inspirant, mais d'un autre côté, ça peut donner un élément de comparaison qui est totalement irréaliste. Mon objectif, c'est pas de devenir un athlète de haut niveau, et ça l'a jamais été en fait. Les statistiques de ce tableau, elles sont issues de compétitions, et j'ai pas pour l'instant l'objectif de faire de la compète. Mon objectif, ça a jamais été de devenir le plus fort, juste de devenir plus fort. Et lorsqu'on regarde des niveaux de force plus généraux, comme ceux présentés dans la vidéo de Jeff Nippard, ça nous donne une perspective qui est différente. En un an, le poids total que j'arrive à soulever sur les 3 mouvements est passé de 303 kg à 422,5, soit environ plus 120 kg ou plus 40%. Dans chacun des mouvements, je suis passé de débutant ou intermédiaire à un niveau avancé. Alors oui, ma marge est énorme avant d'arriver à un haut niveau, si j'y arrive un jour. Et c'est ok en fait. Parce que c'est pas pour ça que j'ai commencé à faire de la force. J'aime me fixer des objectifs et voir que je progresse. Je sais tous les bienfaits que ça peut avoir sur la santé et sur le mental. Et surtout, je prends plaisir à suivre ces entraînements. Et m'entraîner régulièrement pendant une année, ça m'a apporté des choses qui n'ont pas de prix. Je me suis dépassé en faisant des efforts plus intenses que jamais. J'ai appris des choses sur mon corps et sur l'influence qu'a mon hygiène de vie sur celui-ci. J'ai vécu des échecs et j'en ai appris des leçons. Je me sens plus robuste, plus fort et objectivement, je le suis. Et tout ça, on peut le vivre et vous pouvez le vivre sans chercher à vouloir devenir champion, sans chercher à vouloir devenir le plus fort. Et c'est la 8e leçon que je tire de cette année et à mon sens la plus importante et qui devrait faire réfléchir ceux qui déversent leur mépris sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous pourquoi vous faites du sport et rappelez-vous que vos raisons ne sont pas celles des autres. Chacun a ses propres motivations. Pour certains, ça sera devenir ou redevenir champion du monde, représenter son pays à l'international ou faire découvrir son sport au grand public. Pour d'autres, ça sera le fait de modifier l'esthétique de son corps, ou pour d'autres, simplement prendre plaisir à mieux comprendre son corps, avoir moins mal et devenir plus fort. Dans un an, je serai peut-être toujours nul. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de l'être un peu moins qu'aujourd'hui. Nos valeurs, nos priorités et nos objectifs, ils évoluent avec le temps. Et je pense que c'est important que notre activité physique, elle soit raccord avec l'évolution de ces valeurs et de ces objectifs. Et pour l'instant, j'ai encore envie de m'améliorer dans la force, donc je vais continuer à travailler cette discipline. Dans l'année qui vient, mon objectif, c'est de perdre le gras que j'ai accumulé cette année et continuer à prendre du muscle. L'objectif mini frigo est officiellement relancé. Et évidemment, je vais continuer à travailler ma technique pour devenir encore un peu plus fort. Et pour ça, j'ai enfin fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis très longtemps, j'ai commencé à me faire accompagner par un coach pour aller plus vite, plus efficacement, là où j'ai envie. Si vous voulez voir les résultats de cette opération mini frigo dans un an, vous savez quoi faire pour ne pas le manquer. Et d'ici là, si vous vous demandez quels sont justement les bénéfices du fait de travailler sa force, j'en parle dans cette vidéo que vous pouvez regarder maintenant.